Bonjour, je m'appelle Léo. J'ai 24 ans et je suis mécanicien agricole, ou du moins, je l'étais. Je n'aurais jamais cru qu'une blague stupide, lancée dans un bar miteux, me mènerait à la seule chose qui tenait encore debout dans le Perche. Mais laissez-moi commencer par le début. Tout a commencé avec le bruit d'un verre de whisky posé un peu trop fort sur un comptoir en bois collant. Le mien, pour être précis. Je faisais tourner les glaçons, déjà à moitié fondus. La musique était mauvaise, une vieille rengaine qui sortait d'un jukebox poussiéreux dans le coin. Je venais de me faire virer. Insubordination, qu'ils ont dit. J'ai juste refusé de monter une pièce de merde sur un tracteur qui en valait 10 fois le prix. J'ai vidé mon verre d'un trait, le liquide a brûlé ma gorge. J'ai fait signe au barman pour qu'il me resserve, sans le regarder. Mes mains avaient besoin de faire quelque chose, n'importe quoi. C'est là qu'elle est entrée. La porte a claqué contre le mur, faisant sursauter le seul autre client endormi sur sa table. Elle n'a pas jeté un regard autour d'elle, marchant droit vers le bar avec une sorte d'urgence silencieuse. Ses bottes étaient couvertes de boue séchée, et un épi de cheveux blonds s'était échappé de sa queue de cheval. Elle s'est assise à 2 tabourets de moi, posant ses coudes sur le zinc usé, le dos droit. Elle a commandé un whisky, sec. Puis elle a commencé à parler au barman, mais sa voix portait. Une litanie de plaintes sur des employés qui ne tenaient pas plus d'une semaine. Pendant qu'elle parlait, ses mains étaient posées à plat sur le comptoir. J'ai remarqué la terre incrustée sous ses ongles, des callosités sur ses paumes. J'ai arrêté de faire tourner mon verre. J'ai juste écouté, le regard fixé sur la condensation qui coulait le long du verre. L'alcool a rendu ma langue imprudente. Avant même que mon cerveau ne puisse l'arrêter, la phrase est sortie. Peut-être que le problème, ce ne sont pas les ouvriers. J'ai dit ça à mon verre, pas à elle, mais le silence qui a suivi a été immédiat. Le barman a cessé d'essuyer un verre. J'ai senti mon propre souffle se coincer dans ma poitrine et j'ai lentement reposé mon verre sur un sous-boc trempé, sans faire le moindre bruit. Elle a tourné la tête vers moi, très lentement. Ses yeux, d'un bleu acier fatigué, se sont posés sur moi. Elle ne paraissait pas en colère, juste, analytique. Elle a croisé les bras sur sa poitrine, un geste sec qui a tendu le tissu de sa chemise à carreaux sur ses épaules. J'ai détourné le regard vers les bouteilles alignées derrière le bar, sentant une chaleur monter dans mon cou. J'ai attrapé une cacahuète dans le bol commun et l'ai examinée. Puis elle s'est levée et s'est approchée. Une odeur de foin et de terre humide flottait autour d'elle. Elle s'est appuyée contre mon tabouret, me forçant presque à la regarder. « Tu te crois plus malin que les autres, le citadin ?» Sa voix était basse, un peu rauque. « Alors, prouve-le. Essaye de tenir une semaine. » J'ai regardé ses bottes boueuses, puis le sol collant. J'ai haussé les épaules, essayant de paraître détaché, et j'ai bu une autre gorgée. Le lendemain matin, un mal de crâne lancinant m'a réveillé. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux fins de ma chambre de motel, piquant mes yeux. Je me suis assis sur le bord du lit, la tête entre les mains, essayant de rassembler les morceaux de la veille. Le bar, le whisky, sa voix. J'ai attrapé mon téléphone sur la table de chevet, l'écran était fissuré dans un coin. Le fond d'écran était une photo de la vieille ferme de mes parents, un message non lu d'un numéro inconnu. Je l'ai ouvert en plissant les yeux. Il y avait une adresse, au milieu de nulle part dans le Perche. Un chiffre, probablement le salaire hebdomadaire, qui me ferait à peine vivre. Et en dessous, 6 mots qui ont fait taire le martèlement dans ma tête. Commence lundi, si tu as le cran. J'ai laissé tomber le téléphone sur la couverture usée et je me suis levée pour aller à la fenêtre. Dehors, mon vieux pick-up était garé, chargé de mes quelques cartons et de ma caisse à outils. Ma vie entière tenait là-dedans. J'ai repensé à mon père, qui a tout perdu parce qu'il était trop honnête. à mon ancien patron qui m'a traité de fier à bras. J'ai repris le téléphone, j'ai tapé « d'accord » et j'ai appuyé sur « envoyer » avant que la raison ne prenne le dessus. J'ai serré le poing, mes jointures sont devenues blanches. Lundi, la route goudronnée est devenue un chemin de terre. Le panneau d'entrée, la ferme du chêne tordu, penchait, une des chaînes rouillées avait cédé. En m'avançant, j'ai vu une clôture affaissée et des pièces de moteur laissées près de la grange. C'était un chaos organisé. J'ai coupé le contact de mon pick-up. Le silence a été remplacé par le bruit lointain d'une vache qui meuglait et le grattement des poules dans la poussière. Elle est sortie de la maison principale, s'essuyant les mains sur un jean délavé. En plein jour, elle avait l'air plus jeune, mais ses traits étaient tirés par la fatigue. Elle n'a pas dit bonjour.
Elle a juste pointé un petit bungalow délabré du Menton. Tu dormiras là, le tracteur ne démarre pas. Commence par ça. Puis elle a tourné les talons. C'est comme ça que moi, Léo, j'ai commencé à travailler pour Élise à la ferme du Chêne Tordu. Le tracteur était pire que ce que j'imaginais. J'ai ouvert le capot, une odeur de vieille huile et de rouille m'a frappé au visage. Les fils étaient un enchevêtrement de réparation de fortune. Pendant que je dévissais le premier boulon, je l'ai sentie. Élise. Elle se tenait près de la clôture, les bras croisés sur sa poitrine, son regard bleu acier fixé sur mon dos. Je n'ai pas tourné la tête, me concentrant sur la sensation du métal froid de la clé dans ma main. Les premiers jours, je n'ai parlé qu'à la machine. La solitude de l'atelier me convenait. En fouillant dans un vieux coffre en bois, j'ai trouvé ces outils. La plupart étaient récents, mais au fond, il y avait une vieille clé à molette, lourde et rongée par la rouille. Je l'ai soupesée un instant, sentant le déséquilibre de son poids, avant de la reposer. J'ai attrapé une clé de 12 plus moderne et je me suis remis au travail, ignorant l'autre. Chaque matin, elle posait un thermos sur une caisse en bois près de l'entrée de la grange. Pas un mot, juste le bruit métallique du thermos sur le bois. Le café était noir, amer, et une fine pellicule se formait déjà à la surface à cause du froid matinal. Je m'essuyais les mains sur un chiffon gras avant de saisir la tasse, le regard toujours fixé sur le moteur. Je la sentais repartir, ses bottes crissant sur le gravier. Après une semaine de travail acharné, le moteur a toussé, puis a démarré dans un vacarme de fumée noire. J'ai laissé tourner le moteur quelques instants, le son puissant résonnant contre les murs de la grange. Quand je l'ai coupé, le silence est revenu, plus lourd qu'avant. Je l'ai vu, appuyé contre un poteau de la clôture, hochant la tête une seule fois, un signe presque imperceptible. J'ai juste passé le dos de ma main sur mon front en sueur. Le travail suivant a été de réparer les clôtures du pâturage est. On travaillait à distance, chacun à un bout du fil de fer barbelé. Je la regardais manier le marteau. Ses gestes étaient précis, sans effort superflu. Ses mains, couvertes de petites cicatrices, ne tremblaient jamais quand elle enfonçait les crampillons dans le bois. J'ai détourné le regard et j'ai manqué mon coup, le marteau frappant mon pouce avec une douleur sourde. J'ai serré les dents sans un bruit. Pendant une pause, on s'est assis sur un tronc d'arbre abattu. Elle a sorti une pomme de sa poche et l'a coupée en deux avec un petit couteau de poche usé. Elle m'a tendu une moitié. En la prenant, le bout de ses doigts a effleuré les miens. Un contact si bref que j'aurais pu l'imaginer. J'ai tourné la tête vers les collines au loin et j'ai mordu dans le fruit, le jus acide remplissant ma bouche. J'ai fini par lui demander pour la vieille clé à molette. « Elle était à mon grand-père », a-t-elle répondu, sa voix soudainement vide de toute inflexion. Elle a rangé son couteau et s'est relevée d'un seul mouvement. La pause est finie. Elle m'a tourné le dos et a repris le chemin de la clôture, me laissant seule avec le goût de la pomme et le silence qu'elle avait laissé derrière elle. J'ai jeté le trognon dans l'herbe haute. Les soirs, je m'asseyais sur les marches de mon bungalow pour nettoyer mes outils. La lumière de sa cuisine restait allumée tard dans la nuit, une silhouette solitaire passant parfois devant la fenêtre. J'entendais le son étouffé de sa radio, toujours la même station d'information. Pour m'occuper les mains, j'ai commencé à resserrer les vis de ma propre caisse à outils, une par une, même celles qui n'en avaient pas besoin. Un jour, un veau s'est embourbé près du ruisseau. Je l'ai vu se débattre pour le sortir de là, et je suis allé l'aider sans qu'elle ne le demande. On a tiré ensemble sur une vieille corde, les pieds s'enfonçant dans la boue froide. On était couverts de terre de la tête aux pieds, quand le veau a enfin réussi à se libérer, titubant vers sa mère qui l'attendait en meuglant. Et puis, elle a ri. Un rire court, un peu rauque, plus un son de soulagement que de joie. C'était la première fois. J'ai lâché la corde, surpris, et je l'ai regardée. Il y avait une traînée de boue sur sa joue. Elle a remarqué mon regard et son sourire a disparu aussi vite qu'il était apparu. Elle s'est retournée pour enrouler la corde, ses épaules à nouveau tendues sous sa chemise. Ce soir-là, j'ai trouvé une assiette de ragoût et un morceau de pain sur le seuil de ma porte. Pas de mots. La vapeur s'élevait encore de la viande. Je me suis assis sur les marches pour manger, le plat chaud sur mes genoux, en regardant la première étoile apparaître dans le ciel violet. Quand j'ai eu fini, j'ai lavé l'assiette et je l'ai déposée devant sa porte avant d'aller me coucher. Pendant mon temps libre, j'ai décidé de restaurer la vieille clé du grand-père.
Avec une brosse métallique et de l'huile de coude, j'ai frotté la rouille tenace. Lentement, le métal gris et piqué est réapparu, ainsi qu'une marque de fabricant presque effacée. C'est devenu un rituel silencieux, chaque soir, tenant entre mes mains un morceau de l'histoire de cette ferme, lui redonnant une forme de vie. On a trouvé notre rythme. Les matins commençaient avec le silence partagé du café. Les journées étaient une symphonie de bruits de travail, parfois nos chemins se croisaient pour une tâche commune. Je commençais à anticiper ses habitudes. Le moment où elle irait vérifier les chevaux, ou la façon dont elle plissait les yeux en regardant le ciel pour évaluer le temps qu'il ferait. Je savais quand elle allait soupirer, un souffle presque inaudible de lassitude. Un après-midi, un orage a éclaté sans prévenir. On s'est précipité pour rentrer les dernières bottes de foin dans la grange. Le vent lui fouettait les cheveux sur le visage. Une bâche mal attachée a commencé à s'envoler. J'ai attrapé un coin, elle a attrapé l'autre. On était proches, nos voix perdues dans le rugissement du vent, alors qu'on luttait pour la maintenir en place avec une corde. Un éclair a illuminé l'intérieur sombre de la grange. Pendant une seconde, ses yeux bleus n'étaient mais plus fatigués. Ils étaient grands ouverts, fixés sur moi, et il y avait autre chose que de l'inquiétude dedans. La corde a glissé de ma main. Je me suis penché pour la ramasser, mes doigts frôlant le sol poussiéreux, et j'ai mis plus de temps que nécessaire pour me redresser. L'orage est passé aussi vite qu'il était arrivé. On est restés immobiles dans le silence soudain, nos respirations lourdes dans l'air chargé d'ozone et de l'odeur de la pluie sur la terre sèche. Cela faisait maintenant 2 mois que je travaillais pour Élise, notre routine rythmée par le café du matin et les silences partagés, et cette vieille clé à molette de son grand-père que je restaurais en secret était devenue une sorte de talisman. Mais dans la grange, après l'orage, quelque chose avait changé. Elle a détourné le regard la première, mais pas assez vite. L'orage avait lavé l'air. Le lendemain, un silence différent s'était installé entre nous, un silence qui n'était plus fait de méfiance mais d'une sorte d'attente. On a passé la matinée à nettoyer les dégâts, à ramasser les branches cassées et à redresser une partie de la clôture du poulailler. Elle tenait les planches pendant que j'enfonçais les clous, nos gestes synchronisés sans qu'on ait besoin de se parler. Je sentais son regard sur mes mains, mais quand je levais les yeux, elle regardait déjà ailleurs. Les semaines qui ont suivi, nos routines se sont entremêlées. Le thermos de café du matin était toujours là, mais parfois elle s'attardait quelques secondes de plus, appuyée contre le montant de la porte de la grange, observant le ciel. On a commencé à réparer le toit de l'étable ensemble. Je lui passais les tuiles une à une, nos mains se frôlant à chaque échange. Je me suis surpris à retenir ma respiration à chaque fois, attendant le contact suivant, le bruit de ses bottes sur l'échelle en bois. Un soir, alors que je nettoyais mes outils sur les marches de mon bungalow, je l'ai vue sur le porche de la maison, immobile. Elle ne croisait pas les bras, pour une fois. Elle regardait le grand chêne tordu qui donnait son nom à la ferme. Je me suis assis en silence, faisant semblant de resserrer une vis sur une pince. Sa voix a flotté jusqu'à moi, basse et fatiguée. « Mon frère aimait cet arbre », a-t-elle dit au vide. « Avant. » Elle a laissé le mot suspendu dans l'air du crépuscule. Quelques jours plus tard, elle m'a demandé de chercher un boulon spécifique dans le bureau encombré de la maison. En fouillant dans une vieille boîte en fer, mon coude a heurté une pile de papier. Une lettre à en-tête de banque a glissé au sol, face visible. Mes yeux ont accroché les mots « mise en demeure » avant que je ne me dépêche de la ramasser. Mon cœur a cogné une fois, fort, dans ma poitrine. J'ai remis la lettre sous la pile, j'ai attrapé le premier boulon que j'ai trouvé et je suis sorti sans un mot. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. L'image des lettres rouges dansait devant mes yeux. Je ne pouvais pas l'aider avec la banque, mais je pouvais faire autre chose. Je suis allé à l'atelier et, à la lumière d'une seule ampoule nue, j'ai commencé à démonter la vieille pompe à eau. Je l'ai nettoyée, j'ai changé les joints usés et j'ai recalibré le moteur. Le son du métal contre le métal était la seule chose qui calmait le bourdonnement dans ma tête. Je travaillais pour elle, sans qu'elle le sache. Le lendemain, elle a remarqué que la pression de l'eau était plus forte. Elle m'a regardé avec suspicion par-dessus sa tasse de café. « T'as touché à la pompe ?» J'ai haussé les épaules, le regard fixé sur le moteur du tracteur que je faisais chauffer. Je m'ennuyais. Elle a plissé les yeux, ce regard bleu acier qui essayait de sonder à travers moi. J'ai tourné une clé sur le tableau de bord, juste pour avoir quelque chose à faire de mes mains, sentant la chaleur monter dans mon cou.
J'ai continué comme ça, en secret. J'ai affûté les lames de la faucheuse, ce qui lui a fait économiser du carburant. J'ai renforcé le plancher du grenier à foin pour qu'elle puisse stocker plus de bottes. Chaque petite amélioration était une victoire silencieuse. Je trouvais des excuses, des prétextes, chaque fois qu'elle remarquait un changement. Je suis devenu un fantôme efficace, réparant les fissures de sa ferme pendant qu'elle dormait, épuisée par ses propres batailles. Un après-midi, elle se battait avec un écrou rouillé sur l'abreuvoir des vaches. Elle forçait, son visage crispé par l'effort. Je me suis approché et je lui ai tendu la vieille clé à molette de son grand-père. Celle que j'avais passé des semaines à restaurer. Elle était maintenant propre, le métal brillant sous le soleil. Elle a arrêté son geste, a regardé la clé, puis mon visage. Elle l'a prise sans un mot, ses doigts effleurant les miens. L'écrou a cédé avec un grincement. Elle a gardé la clé. Le soir, je l'ai vue l'accrocher à un clou près de la porte d'entrée de la maison. C'était là, à sa place, comme si elle avait toujours été là. Cette nuit-là, sur le porche, elle a de nouveau parlé de son frère. Il m'avait promis qu'on s'en occuperait ensemble, a-t-elle murmuré, en roulant une mèche de cheveux autour de son doigt. Il a juste laissé un mot sur la table de la cuisine. Je n'ai rien dit. J'ai juste continué à polir une pièce de harnais, le cuir souple sous mes doigts. Le temps a passé. La fin de l'été s'est transformée en un automne doré. On a fini les récoltes, travaillant côte à côte jusqu'à ce que nos muscles nous brûlent. Un soir, épuisé, on s'est assis sur le haillon de mon pick-up, regardant le soleil teindre les champs en orange et violet. Elle a sorti 2 bières d'une glacière et m'en a tendu une. La bouteille était glacée contre ma paume. On a bu en silence, mais ce n'était plus un silence vide. C'était un silence plein de tout ce qu'on ne disait pas. J'ai commencé à prendre des risques. Je l'ai entendu se disputer au téléphone avec un acheteur de maïs, sa voix tendue par la frustration. Le samedi suivant, mon jour de congé, je suis allé au marché du village voisin. J'ai parlé à d'autres fermiers, j'ai trouvé un négociant qui payait un meilleur prix. J'ai écrit son nom et son numéro sur un bout de papier déchiré. Le soir, je l'ai posé sur la table de sa cuisine, à côté du sucrier, avant de repartir dans la nuit. Elle n'a rien dit à propos du papier pendant 2 jours. Je la voyais tourner autour, le regarder du coin de l'œil en préparant son café. Je faisais semblant de ne rien remarquer, mon estomac noué. J'ai passé ces 2 jours à nettoyer le même carburateur, démontant et remontant les pièces jusqu'à ce que mes doigts soient noirs de graisse. J'attendais. J'attendais qu'elle vienne me crier dessus pour m'être mêlée de ses affaires. Un matin, elle est sortie de la maison avec le papier à la main. Elle ne m'a pas regardé. Elle est allée directement à sa vieille camionnette, a grimpé à l'intérieur et a démarré le moteur. Elle est partie dans un nuage de poussière, le bout de papier toujours serré dans son poing. Je suis resté là, au milieu de la cour, une clé à la main, à la regarder disparaître sur le chemin de terre. Je ne savais pas si elle allait revenir pour me virer ou pour me parler. Elle est revenue tard, bien après le coucher du soleil. Les phares de sa camionnette ont balayé la cour et se sont éteints. La portière a claqué. Je l'ai entendue monter les marches du porche. La porte de la maison s'est ouverte, puis refermée. Le silence est retombé sur la ferme. J'ai attendu, assis dans le noir sur mes propres marches, le bruit des grillons remplissant la nuit. Je me suis rendu compte que le son de ses pas était devenu aussi familier que le bruit de mon propre cœur. Le lendemain matin, il n'y avait pas de thermos devant la porte de la grange. C'était la première fois depuis mon arrivée. Mon estomac s'est serré. J'ai attendu, les mains dans les poches, regardant la maison. La porte s'est ouverte. Élise est sortie, une tasse à la main. Elle a traversé la cour et s'est arrêtée devant moi. « Le café est prêt », a-t-elle dit, sa voix neutre. « Dans la cuisine. » Puis elle a fait demi-tour et est rentrée, me laissant décider de la suivre ou non. Je l'ai suivie. Sa cuisine sentait le café fort et le pain grillé. Elle était debout près de la cuisinière, le dos tourné. Elle m'a servi une tasse sans se retourner. « Il a accepté le prix », a-t-elle dit, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je n'ai rien répondu, j'ai juste pris la tasse chaude entre mes mains. La chaleur s'est propagée dans mes doigts. On est resté comme ça un long moment, le seul son étant le tic-tac d'une vieille horloge sur le mur. C'est devenu notre nouvelle routine. Le café du matin se prenait désormais dans sa cuisine,
On ne parlait pas beaucoup, mais on était là. On partageait l'espace. Parfois, le soir, on dînait ensemble sur le porche, des repas simples mangés en silence pendant que le ciel changeait de couleur. J'avais arrêté de compter les jours. La ferme n'était plus seulement son fardeau, c'était devenu un peu le mien aussi. Un jour, en fin d'après-midi, on réparait une mangeoire dans le champ des chevaux. Le soleil était bas, la lumière dorée. On était penchés sur le même morceau de bois, nos épaules se touchant. Elle a levé la tête en même temps que moi. Nos visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. J'ai vu la petite cicatrice sur son menton, les reflets blonds dans ses cheveux. J'ai oublié ce que je tenais, et la poignée de clous que j'avais en main est tombée dans l'herbe. Elle a eu un petit rire, un son doux qui m'a surpris. Elle ne s'est pas éloignée. Elle a juste baissé les yeux vers les clous éparpillés. « Tête en l'air », a-t-elle dit, mais il n'y avait aucune critique dans sa voix. On s'est accroupis tous les deux pour les ramasser, nos mains se cherchant dans l'herbe haute. Nos doigts se sont effleurés, encore et encore, chaque contact un peu moins accidentel que le précédent. On a ramassé les clous très lentement. Cela faisait maintenant près de 6 mois que j'étais là. La ferme respirait un peu mieux. Il y avait une sorte d'espoir prudent qui flottait dans l'air, aussi tangible que l'odeur du foin. On avait trouvé un équilibre, une danse silencieuse faite de travail partagé et de proximité non avouée. Un soir, en rentrant du marché, j'ai vu une autre lettre de la banque posée sur la table. Mais cette fois, elle n'était pas cachée. Elle était posée bien en évidence, comme un défi. Je savais que notre silence confortable touchait à sa fin. La lettre de la banque est restée sur la table de la cuisine pendant 2 jours. Le café du matin a cessé. Elle me laissait de nouveau le thermos sur une caisse, sans un mot. Le silence entre nous était redevenu coupant, comme au premier jour. Je passais mon temps à l'atelier, à resserrer des boulons qui n'en avaient pas besoin, juste pour le bruit du métal contre le métal. Je sentais son regard sur moi depuis la maison, mais quand je levais les yeux, il n'y avait personne. Finalement, elle est entrée dans la grange, tenant un papier à la main. C'était le contrat du nouveau négociant. Elle ne l'a pas agité. Elle l'a juste tenu entre le pouce et l'index, comme si c'était quelque chose de sale. Sa voix était basse, sans aucune chaleur. « Explique-moi ça. » J'ai arrêté de polir une pièce de moteur et j'ai posé mon chiffon sur l'établi. Mes mains étaient couvertes de graisse, et j'ai eu l'impression qu'elle regardait la saleté, pas moi. J'ai essayé de lui expliquer, les mots sortant maladroitement. C'était un meilleur prix, ça nous donnerait de l'air, c'était juste logique. En parlant, j'ai fait un geste vers les silos, un mouvement que je voulais pragmatique. Elle n'a pas bougé. Ses bras se sont croisés sur sa poitrine, sa posture habituelle quand elle se sentait acculée. Son regard bleu acier était dur, impénétrable. J'ai laissé ma main retomber lourdement le long de mon corps. Puis sa voix a monté d'un cran. « Qui t'a demandé ton avis ? Tu crois que je suis incapable, que j'ai besoin de ta pitié ?» Elle a jeté le contrat sur une botte de foin. Ses mains tremblaient légèrement, alors elle les a serrées en poing. J'ai fait un pas en arrière, le dos heurtant le tracteur froid. L'odeur de foin et de vieille huile a rempli mes poumons, mais tout ce que je pouvais voir, c'était la fureur dans ses yeux. Ma propre patience a craqué. J'ai ramassé le chiffon gras et je l'ai tordu entre mes mains jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. De la pitié. J'ai passé des nuits à réparer cette foutue pompe pour que tu aies de l'eau chaude. J'ai affûté tes lames pour que tu consommes moins de carburant. Ma voix était plus forte que je ne l'avais jamais entendue ici. J'ai jeté le chiffon par terre. J'essayais juste d'aider, Élise. Le silence est retombé, lourd et vibrant. Elle me fixait, sa poitrine se soulevant rapidement. J'ai senti les mots monter, incontrôlables, nés de mois de travail silencieux et de frustration rentrée. « Je ne fais pas ça pour la ferme », ai-je crié, le son résonnant contre les tôles du toit. « Je le fais pour toi. » Les mots sont restés suspendus entre nous, nus et irrévocables. Le vent s'est levé dehors, faisant grincer une porte mal fermée. Son visage s'est vidé de toute expression. Il est devenu un masque de glace. Elle n'a pas crié en retour. Elle a juste levé une main tremblante et a pointé la sortie de la grange. C'était tout. Un seul geste.
Je suis resté immobile 1 seconde, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Puis j'ai tourné les talons et je suis parti, sans un regard en arrière. J'ai entendu le bruit d'un outil métallique tombant sur le sol en béton juste après mon départ. Je suis rentré dans mon bungalow et j'ai donné un coup de pied dans ma caisse à outils. Le bruit des clés et des douilles s'entrechoquant a été brutal, puis le silence est revenu, encore plus lourd. Je me suis assis sur le bord de mon lit, la tête entre les mains. L'odeur de la graisse sur ma peau me donnait la nausée. J'ai regardé mes bottes, couvertes de la même terre que les siennes, et j'ai eu l'impression d'être un étranger. Cette nuit-là, la lumière de sa cuisine est restée allumée, mais je n'ai vu aucune ombre passer devant la fenêtre. La ferme tout entière semblait retenir son souffle. Chaque craquement de bois, chaque bruissement de feuilles semblait anormalement fort. J'ai pris une vieille bougie d'allumage sur mon bureau et je l'ai fait rouler entre mes doigts, encore et encore. Le métal froid et lisse, une piètre distraction. Je me suis approché de la fenêtre. Le ciel était d'un noir d'encre, bas et menaçant. Une première goutte de pluie a frappé la vitre, traçant une ligne sinueuse dans la poussière, puis une autre et une autre. La tempête qu'on attendait depuis des jours était en train d'arriver. Je suis resté là, à regarder l'averse commencer, sachant que la distance entre nos deux portes n'avait jamais été aussi grande. La pluie frappait la tôle du toit de mon bungalow comme des milliers de petits marteaux. Je me suis levé et j'ai fait les 100 pas dans le peu d'espace qu'il y avait, de la porte à la fenêtre, encore et encore. Dehors, les branches du vieux chêne se tordaient sous le vent, des ombres dansantes dans la lumière blafarde qui filtrait de la maison principale. Je me suis arrêté à la fenêtre, posant ma paume contre la vitre froide, et j'ai regardé la pluie transformer la cour en un lac de boue. Puis j'ai entendu un bruit, différent de celui de la tempête, des coups sourds contre ma porte. J'ai figé mon mouvement, la main toujours sur la vitre. Ça ne pouvait pas être elle. J'ai attendu, retenant ma respiration. Les coups ont repris, plus forts, plus urgents cette fois. J'ai traversé la pièce en 3 longues foulées et j'ai tourné la poignée. La porte s'est ouverte avec un grincement, révélant Élise, trempée jusqu'aux os, ses cheveux collés à son visage, frissonnant sous sa fine chemise. Elle n'a rien dit. Elle me regardait juste, ses yeux bleus acier plus sombres que jamais, ses lèvres entr'ouvertes, comme si elle cherchait de l'air. L'eau dégoulinait de ses cheveux et formait une flaque à ses pieds sur mon seuil. Je me suis écarté sans un mot pour la laisser entrer. Elle a fait un pas à l'intérieur, hésitante, et je suis allé chercher la seule serviette propre que j'avais, posée sur le dossier d'une chaise. Je lui ai tendu. Elle a pris la serviette mais l'a tenue dans ses mains sans bouger, comme si elle ne savait pas quoi en faire. Le silence dans le petit bungalow était assourdissant, seulement brisé par le bruit de la tempête dehors. L'ampoule nue au-dessus de nous jetait des ombres dures sur son visage, accentuant les cernes sous ses yeux. Elle a finalement baissé la tête, fixant la serviette entre ses doigts tremblants. « Tu n'as pas signé pour ça, Léo. » Sa voix était à peine un murmure, brisé par le froid ou autre chose. Elle a levé les yeux et a balayé la pièce du regard, mais quelques affaires entassées dans un coin, le lit défait. Pas pour les dettes, pas pour cette terre qui boit toute l'énergie qu'on lui donne. Tu es jeune. Tu ne devrais pas être coincé ici. Elle a fait un pas en arrière, vers la porte. Je lui ai bloqué le passage, pas en la touchant, mais juste en me tenant là. J'ai secoué la tête, lentement. J'ai pris une vieille clé à bougie sur mon bureau et je l'ai fait tourner entre mes doigts. Le métal froid et familier. C'est trop tard pour ça, Élise. Cette terre, c'est aussi ma lutte maintenant, que tu le veuilles ou non. J'ai reposé la clé avec un petit bruit sec. Elle a fermé les yeux 1 seconde. Quand elle les a rouverts, quelque chose s'était brisé. Toute ma vie, j'ai repoussé les gens, a-t-elle murmuré, sa voix s'étranglant sur les mots. J'avais peur de dépendre de quelqu'un. Peur qu'il parte et me laisse que seul, avec les morceaux. Elle a finalement levé les yeux vers moi, et j'ai vu les larmes se mêler à la pluie sur ses joues. Mais avec toi, c'est trop tard. Je dépends déjà de toi. Je me suis approché et j'ai pris doucement la serviette de ses mains. Elle n'a pas résisté. J'ai commencé à sécher ses cheveux, mes gestes lents et maladroits. Elle est restée immobile, la tête légèrement baissée, laissant échapper un soupir qui ressemblait à un sanglot étouffé.
L'odeur de la pluie et de la terre mouillée émanait d'elle. Une odeur qui était devenue celle de ma vie ici. Après un long moment, elle a relevé la tête, ses yeux rougis cherchant les miens. « Pourquoi » a-t-elle demandé si bas que j'ai dû me pencher pour l'entendre. « Après cette soirée au bar, cette blague stupide, pourquoi tu es vraiment resté ?» La question flottait entre nous, fragile et essentielle. Je me suis arrêté, la serviette toujours dans mes mains. J'ai regardé par la fenêtre la pluie qui commençait à se calmer. J'ai plaisanté en disant que tu avais besoin d'un ouvrier agricole. J'ai fait une pause, puis j'ai tourné mon regard vers elle. Le lendemain, tu m'as vraiment engagé, et je crois que c'est moi qui avais besoin de cet endroit, plus que de n'importe quoi d'autre. Un petit sourire, à peine visible, a touché le coin de ses lèvres. C'était la première fois que je la voyais sourire sans qu'il y ait une ombre de fatigue ou de sarcasme derrière. Elle a pris la serviette de mes mains et a commencé à s'essuyer le visage, un geste simple qui semblait marquer la fin de quelque chose. Dehors, le vent s'était calmé, ne laissant que le murmure apaisant de la pluie. Elle n'est pas repartie cette nuit-là. Elle s'est endormie sur mon lit, épuisée, tandis que je restais assis sur la chaise à la regarder. J'ai vu la tension quitter ses épaules pour la première fois. La ferme était silencieuse, comme si elle aussi, enfin, pouvait se reposer. J'ai regardé mes mains calleuses et j'ai su que je ne partirais pas. Pas maintenant, pas jamais. Le lendemain matin, le soleil a percé les nuages. L'air était propre et frais. On est sortis ensemble du bungalow. La ferme avait l'air lavée, neuve. Elle s'est arrêtée au milieu de la cour et a pris une grande inspiration. J'ai ramassé une branche cassée et je l'ai jetée sur le tas de bois. Elle s'est tournée vers moi, le soleil matinal dans ses cheveux. Elle a pointé du menton la grange, puis les champs au loin. « Il y a du travail », a-t-elle dit. Ce n'était pas un ordre, mais une invitation, une promesse. J'ai hoché la tête. Je suis allé à la porte de la maison principale et j'ai décroché la vieille clé à molette de son grand-père du clou où elle l'avait accrochée. Je la lui ai tendue. Elle l'a prise et nos doigts se sont touchés. On avait du travail. Ensemble. 6 mois ont passé depuis la tempête. Le thermos n'est jamais revenu devant la porte de la grange. Maintenant, chaque matin commence avec l'odeur du café qui infuse dans la cuisine d'Élise. Pendant qu'elle sort 2 tasses du placard, je resserre la poignée d'une porte qui branlait depuis mon arrivée. Nos gestes sont devenus une danse silencieuse. Elle me tend ma tasse, nos doigts se frôlent. Je bois une gorgée en regardant par la fenêtre les champs qui verdissent à nouveau. Le travail n'a pas diminué, mais il n'a plus le même poids. On répare la clôture du pâturage nord, celle qui menaçait de s'effondrer. Je tiens le poteau de bois pendant qu'elle enfonce les crampillons avec des coups de marteau secs et précis. Le son de nos outils se répond, un rythme régulier qui couvre le chant des oiseaux. Parfois, son épaule heurte la mienne. Personne ne s'excuse. On continue juste de travailler, plus proche que nécessaire, sous le soleil qui réchauffe nos nuques. Les lettres de la banque ne sont plus cachées. Un soir par semaine, on s'installe à la table de la cuisine avec les livres de comptes ouverts. Elle ne se ronge plus les ongles. Elle suit les colonnes de chiffres avec la pointe de son stylo et parfois, un coin de sa lèvre se relève. Je pose ma main sur la page à côté de la sienne, sentant la chaleur du papier. Elle lève les yeux vers moi et le bleu acier de son regard n'est plus fatigué. Il y a quelque chose de calme dedans. Je repense souvent au type que j'étais, celui qui s'est assis dans ce bar miteux, plein de colère et de fierté mal placée. Je me revois, faisant tourner les glaçons dans mon verre. L'autre soir, en nettoyant une pièce de moteur, j'ai retrouvé le même chiffon gras que j'utilisais les premiers jours. Je l'ai regardé un instant avant de le jeter dans un bidon et d'en prendre un propre. Je ne suis plus cet homme-là. Cette ferme m'a démonté et reconstruit, pièce par pièce. La vieille clé à molette du grand-père a trouvé sa place. On l'a accrochée à un clou juste à l'intérieur de la porte de la cuisine. Elle est là, propre et solide, un rappel silencieux de ce qu'on a réparé. Parfois, en sortant, ma main la frôle machinalement. C'est un point d'ancrage, la première chose que je vois en rentrant, la dernière en partant. C'est plus qu'un outil maintenant, c'est une partie de la charpente de notre vie ici. Nos soirées se terminent souvent sur le porche. On ne parle pas toujours. Je taille un bout de bois avec mon couteau, faisant tomber les copeaux à mes pieds. Elle s'appuie contre mon épaule. Le poids de sa tête familier est rassurant. On regarde le soleil disparaître derrière les collines,
peignant le ciel de couleurs qui changent chaque soir. Le grincement de la vieille balancelle est la seule musique dont on a besoin. Le silence entre nous est devenu l'endroit le plus sûr que je connaisse. Le vieux panneau d'entrée, la ferme du chêne tordu, celui qui penchait lamentablement, a fini sur le tas de bois à brûler. Cet après-midi, j'ai poncé une nouvelle planche de chêne, l'odeur de la sciure fraîche flottant dans l'air. Élise, assise sur les marches à côté de moi, a dessiné les lettres avec un crayon de charpentier. Son geste était lent, délibéré. Elle a ajouté quelque chose en dessous du nom de la ferme. J'ai juste souri en passant ma main sur le bois lisse. Nous sommes au bord du chemin de terre. Je tiens le nouveau panneau bien droit pendant qu'Élise serre le dernier boulon avec une clé. Le bois clair brille sous la lumière du soir. La ferme du chêne tordu, et juste en dessous, nos deux noms, Élise et Léo. Elle recule d'un pas, s'essuie les mains sur son jean et pose sa main sur mon bras. On regarde le panneau, puis la longue route qui s'étend devant nous. Il y a encore du travail, mais on est déjà